Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans l'autre football, le podcast du site Lucarne Opposé, l'émission radiophonique des Globetrotters du foot. Alors avant d'entamer les hostilités, je vous rappelle, comme à chaque fois, chères auditrices et chers auditeurs, que l'autre football est désormais disponible sur iTunes, sur YouTube, sur Mixcloud et depuis peu de temps sur une autre interface de podcast et de radio qui s'appelle TuneIn. Alors bien sûr, vous êtes clairement invités à suivre nos comptes Twitter de chacun de nos chroniqueurs et de moi-même, et à nous y interpeller pour un peu nous poser des questions. On sera ravis de vous répondre ou nous faire part de vos suggestions, de vos pensées sur le contenu de nos podcasts et aussi de nos articles que nous écrivons sur Lucarne Opposé. Aujourd'hui, 4e et dernier volet de ce 13e podcast, l'autre football spécialement consacré au qualif pour le mondial russe, qui va nous faire voyager aujourd'hui vers l'Orient pour débriefer la zone Asie. Pour cela, je serai entouré du kimchi le plus épicé de la rédac de Lucarne Opposé, notre spécialiste de la Corée du Sud, Baptiste Morigal. Comment ça va, Baptiste ? Salut, ça va très bien, et toi ? Ça va très bien, je te remercie. Nous allons également retrouver pour cette émission l'homme pour qui les matchs de préparation au Mondial 2010 n'est pas un mauvais souvenir. Je parle bien sûr de Sébastien Lucas. Ni hao, Seb. Ni hao, Simon. Enfin, notre équipe du jour sera logiquement complétée par le kangourou de Lucarne Opposé, qui n'est pas encore certain, ma foi, de bondir jusqu'en Russie. Monsieur Antoine Blanchet-Quérin, what's up, mate ? Ça va. Tranquille. Mais par contre, j'habite plus à Lorient. Je suis du côté de Saint-Malo maintenant. Les études font que je suis allé en ville. Parce que Lorient, c'est... Australiano-coréen. Australiano-coréen, mon Dieu. Breton. Australiano, je vais en chaud. Et il y en a un qui va s'énerver. Australiano-breton. J'ai rien dit. Tu peux pas comparer ce mec-là à la Corée. Ce n'est pas possible. Alors, pour rappeler un petit peu comment s'organisent ces qualifications asiatiques pour le mondial, eh bien, sachez qu'elles se répartissent en deux groupes. Deux groupes, donc, que je vais vous donner. Le premier groupe, le groupe A, étant composé de l'Iran, de la Corée du Sud, de la Syrie, de l'Ouzbékistan, de la Chine et du Qatar. Je viens même de vous donner le classement, ma foi. Et le groupe B étant composé du Japon, de l'Arabie Saoudite, de l'Australie, des Émirats Arabes Unis, de l'Irak et de la Thaïlande. Question place qualificative, il y en a donc 4, 2 par groupe, direct. Et les troisièmes se sont affrontés, puisque le match a déjà eu lieu, les troisièmes se sont affrontés dans un pré-barrage. T'as qu'à dire barrage continental et barrage international. C'est vrai, ça. Donc voilà, donc un premier match de barrage continental entre Asiatiques avant d'aller vers le barrage qui donne vraiment la place à la Coupe du Monde, qui se jouera donc contre le barragiste, celui qui a obtenu la place de barragiste dans la zone CONCACAF, qui est le Honduras. Alors, comme vous l'aurez compris, dans le groupe A, l'Iran et la Corée du Sud se sont qualifiés directement, suivi de la Syrie qui s'est donc qualifiée, qui est pour le premier match de barrage, le barrage continental, c'est finement trouvé comme expression. Et le groupe B a vu le Japon et l'Arabie Saoudite se qualifier directement et l'Australie attraper la place de barrage. L'Australie qui a donc joué contre la Syrie un match, ce fameux match, et qui s'est qualifié, ma foi, de manière un peu ric-rac. Et c'est pour ça que, une fois n'est pas coutume, on va commencer par celui dont le destin n'est pas encore fixé. Donc, et là, je me tourne vers toi, Antoine, mon petit. Je ne voudrais pas te paraître vieux jeu, ni encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois. Mais la vérité m'oblige à te le dire, ton Australie est encore loin d'y être. Alors Antoine, l'Australie qu'on a l'habitude de voir aux mondiaux, de manière générale, depuis quelques années, et faire généralement des performances qui sont tout à fait louables, cette fois-ci, elle est un petit peu poussive. Et elle a vraiment eu du mal à se qualifier. Qu'est-ce qui se passe du côté des Australiens? Il y a une génération qui se termine. C'est un problème d'entraîneur? Le problème, c'est qu'il y a un peu tout ça en fait qui s'effiloche. Et en fait, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir un bon pull tricoté en fait en Australie, si on peut le dire. Le problème qu'a eu l'Australie, c'est qu'après leur titre en fait en continental contre la Corée du Sud en 2015, il y a eu on s'est dit, voilà, on est passé de la confédération océanique à celle asiatique pour gagner en compétitivité. C'est vrai que entre 2014 et 2015, on avait eu la nation qui gagnait la Coupe d'Asie et on avait eu aussi le Sydney Wanderers qui gagnait la Ligue des Champions. Et on s'est dit, voilà, l'Australie va avoir
un âge d'or en fait du football et pas du tout. Le problème qu'il y a eu, et moi je l'avais noté, c'est qu'en fait depuis la Coupe d'Asie, il y a eu aucune amélioration dans le jeu et au contraire on a dégraissé. C'est-à-dire que si on prend, on va dire l'historique des performances des Socceroos depuis ce sacre, en fait le dernier bon match c'était contre l'Angleterre en amical avant l'Euro 2016. Il y avait une défaite de 1 et c'était même le but australien était un CSC d'Eric Dyer, il me semble. Et c'était un vrai bon match, hein. Il y avait eu de l'intensité et tout. Et si on regarde ce match-là et on le compare aux deux matchs du barrage continental, c'est abyssal. Le niveau est abyssal et on ne sait plus où on en est. On ne sait plus quoi faire. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que on ne parle même plus de la qualification en elle-même des Australiens pour la Russie. On parle beaucoup plus de l'avenir d'Ange Postecoglou. Alors il faut dire que même en France, on en a parlé puisque l'équipe avait titré que l'avenir est incertain pour Ange Postecoglou. Et c'est vrai que en ce moment, il a tendance à s'attirer, on va dire, les foudres des supporters de l'Australie parce que il n'est même pas sûr, même en cas de qualification de l'Australie contre le Honduras, de rester. Donc en gros, c'est un peu compliqué à tenir la boutique parce qu'Ange Postecoglou, lui, n'a rien à perdre et n'a rien à gagner. Il a déjà fait le mondial. C'est-à-dire que même en cas de qualification, il est fort probable que... D'accord, ah oui, c'est bien comme pour il irait jouer dans le championnat chinois, vraisemblablement du côté du Shanghai Shenhua. Et donc là, c'est gros problème, quoi. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut penser? On se dit qu'on va avoir peut-être un gars qui va nous qualifier, mais qui va nous laisser, alors que c'est lui qui est entré par la très grande porte en offrant le premier titre continental en Asie à l'Australie, et là il pourrait sortir par la plus petite des portes en ne qualifiant pas l'Australie et en détruisant le jeu qu'il a fait connaître, un jeu à la barcelonaise. Et en parlant du jeu, on va pouvoir parler aussi du système tactique qu'il a mis en place. Donc c'est une sorte de 6-2-3, enfin, on sait même pas ce que c'est. Et le problème c'est que les gens... 6-2-3 Non, c'est pas un 6-2-3, c'est un 1-4, un 4-2-3 en gros. Un truc un peu c'est assez étonnant. Et le problème, c'est que les joueurs, ils n'arrivent pas en fait à s'adapter à ça parce que c'est tellement un système exotique. Ma connaissance, même si moi j'ai pas une grande connaissance dans la tactique du football, j'ai rarement vu ça. Et on peut avoir on va dire un corps offensif très bon, supérieur à nos adversaires. On a été lamentable, à l'image du match contre la Thaïlande qui nous prive. Donc à la différence de but d'une qualification directe, on avait, si je crois bien, plus d'une trentaine de tirs. Et on a réussi à en mettre que 2. Et le pire, c'est que la Thaïlande avait réussi à revenir au score à 1-1 sur une contre-attaque formidable. Des vrais bons joueurs. La Thaïlande m'avait laissé un bon souvenir, une bonne équipe. Mais l'Australie, c'était vraiment abyssal. Et le pire, c'est que Ange Postecoglou ne fait pas en sorte que ça aille mieux parce qu'il a réussi à se priver d'Aaron Moy contre la Syrie au match retour. Alors Aaron Moy, pour replacer, donc c'est le joueur d'Huddersfield Town en première ligue. Donc c'était un ancien joueur de City. Il n'a jamais porté le maillot de Manchester City, il n'a jamais porté le maillot, mais voilà, il fait les louanges de la ville de Huddersfield et il a marqué contre Manchester United et c'est le meilleur joueur avec Tom Rogic. Ce qui peut aussi résumer un petit peu le côté où va-t-on en Australie, c'est le cas de Tim Cahill. On va pas expliquer qui est Tim Cahill, hein, c'est une légende de ce sport. C'est lui qui a fait... Il est inusable. Il est inusable. Voilà, pour d'autres, ce sera Harry Kewell pour l'Australie, Mark Bosnich, mais c'est vrai que Tim Cahill a une certaine aura. Et encore aujourd'hui, à 38 ans, il est pour moi le meilleur attaquant de la sélection parce qu'on n'a aucune autre personne qui puisse le remplacer en termes d'impact dans le jeu et d'aura sur le terrain. Et on arrive même, alors lui, il avait dit il y a 1 an, je crois bien, il a dit voilà, moi je veux, en cas de qualification, enfin, comme l'Australie va se qualifier, donc tout le monde le pensait hein, de toute façon, moi, je m'arrête après la Coupe du Monde 2018, donc un beau symbole, s'arrêter après une Coupe du Monde. Mais là, en fait, il se dit qu'il y avait tellement pas de concurrence qu'en fait, il pourrait très bien tenter de jouer la Coupe d'Asie 2019. Et aujourd'hui, en fait, on n'a pas de personne qui puisse le remplacer. Et le truc, c'est que on va aller jouer le Honduras, donc le 10 novembre. Donc, on va dire que c'est un grand écart mondial en termes de confrontation parce que va y avoir un sacré voyage à faire. Donc la fatigue va se faire sentir. Mais ça aurait pu être l'Honduras comme n'importe quelle nation. Le principal adversaire des Socceroos, c'est eux-mêmes. Alors, oui, ce que je voulais te demander, du coup, oui, c'est ça. J'ai justement y venir de ce match contre le Honduras. C'est de la façon dont on en parle. C'est-à-dire que l'Australie, même les Australiens, alors que sur le papier,
a priori c'est les favoris, ne se sentent pas favoris contre le Honduras. Ce que tu es en train de nous expliquer. C'est ça, c'est le truc, c'est que sur le papier, on n'a pas à croire qu'on est plus faible, on n'est pas plus fort non plus. Mais quand on est capable d'avoir une défense complètement à l'ouest, si j'ose le dire, et une équipe qui galère contre la Thaïlande, on peut pas aller rouler des mécaniques. Et le truc, c'est que là, ça va être très compliqué. La Russie paraît super loin pour l'Australie. Et le truc, c'est que, voilà, comme je le disais avant, c'est que le principal adversaire, c'est eux-mêmes. Donc, on pourra faire tous les trucs tactiques qu'on veut. Si eux mettent pas un peu les points sur les i et ils mettent pas du leur, bah, ça va être compliqué. Et ça passera aussi par les joueurs, mais aussi par l'entraîneur. Parce que il va falloir faire des choix. Il peut pas ne pas voir que son système ne fonctionne pas. Au tout début, ça avait très bien marché parce que il est passé d'un 4-4-2 ou d'un 4-3-3 à ce système à 6, à un système à 6 attaquants limite. Hein. Là, moi, j'ai la composition de Soccerway devant les yeux du site Soccerway. Encore une fois, je ne fais pas de la pub pour Soccerway. Il se trouve que c'est le site auquel je me référence pour voir ce genre de choses. C'est vrai que j'ai devant moi un espèce de 3-2-4-1 assez original. Ouais, c'est assez particulier. Ouais, c'est particulier. Et puis, mais même comment il s'appelle, il y a Mathieu Lecky, donc qui joue au Hertha Berlin, qui fait une très bonne saison, hein, une des meilleures saisons de sa carrière. En fait, il dit que lui, il joue à un poste où il n'est pas habitué à jouer. Donc déjà, c'est un peu compliqué quand on dit que nos meilleurs joueurs, sur le papier, sont pas forcément dans les meilleurs systèmes pour les exploiter. Et ça va être pareil pour Aaron Moy. Le truc, c'est que Aaron Moy a besoin de gens qui fassent des bons appels pour qu'ils puissent donner les bonnes balles. Et souvent, il se retrouve avec un Tommy Juric qui attend et qui le regarde et qui va attendre le centre, en fait. Sauf que, c'est un peu compliqué. Et puis, on pourra parler aussi de Cruz. Donc, Cruz, c'est l'homme fort de la finale du titre continental. Mais le problème, c'est que, son niveau avec la nation est de plus en plus catastrophique. Mais il a quand même réussi à retrouver un club en D2 allemande à Bochum. Et le pire de ça, c'est qu'il fonctionne vraiment bien là-bas, et en Australie, c'est le jour et la nuit. Donc en fait, c'est un peu ces sélections qui a des joueurs tout seuls dans chaque club qui performent, mais quand on arrive à jouer sous le maillot national, et là, ça bloque. Et l'Australie est là. Oui, vas-y. Oui, alors mettons que l'Australie se qualifie finalement et qu'on donc passe le Honduras et que, comme tu le dis, Ange Postecoglou se fasse quand même saquer. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a des noms qui circulent sur qui pourrait le remplacer. Comment? Oui, bien sûr. Il y a des noms qui circulent et aujourd'hui, et même le journal SBS, donc un journal australien, titrait que en fait, même lui aujourd'hui disait encore non, je sais pas si je serai là. Et le problème, c'est que la fédération de football australienne, en fait, tu sais pas trop quoi faire. Est-ce qu'il faut prévoir? Est-ce qu'il faut Et il y a 3 noms qui reviennent. C'est donc 2 entraîneurs australiens que sont Graham Arnold, donc celui qui sort du double titre avec le Sydney FC, qui a beaucoup de caractère et qui a fait de Sydney un très grand club. Et il y a Kevin Muscat, donc un autre Australien qui est entraîneur de Melbourne Victory. Et sinon, il y a Muscat, ça me rappelle des tacles, des tacles très costauds dans les années 90 contre l'équipe de France, je me rappelle, Coupe des Confédérations 99. Et c'est ça. Et en fait, c'est un peu ce genre de personnes qui manquent en fait on va dire dans le groupe australien. Donc c'est 2 personnes fortes, mais le problème c'est que c'est en plein championnat quoi. Ils viennent tout juste de commencer leur championnat. On a la 3e journée au championnat national. Je les vois pas quitter leur navire comme ça. Et sinon, moi j'ai une question. Il manquerait pas des joueurs de foot en Australie? Non, on les a, mais le problème c'est la symbiose c'est la connexion entre eux quoi qui va faire ça. Et le problème c'est qu'on assiste tout le temps à des matchs. Il faut vraiment avoir envie de suivre l'Australie sur ces derniers matchs pour les regarder, parce que faut se le dire, même avec une composition offensive intéressante, ils sont pas intéressants à voir jouer parce qu'on sait que ça va gâcher devant le but, que ça va piétiner et que sur une contre-attaque avec 3 défenseurs, ça va être un peu catastrophique. Et même pour montrer ça, c'est que Baptiste le saura bien, c'est que on a Matthew Jurman, donc qui joue à Suwon en Corée du Sud, qui est adepte de la défense à 3. Il l'avait dit que lui, il a été habitué à jouer, mais il n'est pas titularisé. Il préfère mettre Trent Sainsbury, donc qui avait fait un prêt fantôme à l'Inter de Milan en prêt par le Jiangsu Suning, mais le problème c'est qu'il joue pas un copec et il était passé en sélection. Donc voilà. Et sinon pour le 3e nom qui revient, c'est Carlos Queiroz, donc c'est l'entraîneur
l'entraîneur de l'Iran, mais bon, je pense pas qu'il lâche sa nation. L'Iran, oui, et puis l'Iran s'étant qualifié, ayant des très bons résultats, on y viendra tout à l'heure, il n'y a pas de raison que Queiroz s'en aille, a priori, ou alors des raisons extra-sportives, mais sur le plan sportif, il n'a aucune raison de partir de cette sélection, en effet. Donc aujourd'hui, Jourman, c'est actuellement en Corée, son association de la défense à 3 de Suwon avec Kim Min-woo juste devant, c'est juste très très bon. Donc c'est pour ça, quand on l'a vu appeler du regard coréen, tout le monde trouvait que c'était logique. On l'a vu jouer, d'ailleurs, il a joué contre la Syrie, il me semble. Le mec, il a aucun impact, quoi. Enfin, l'Australie, il y a aucun mouvement, il y a aucun mec qui a aucune combinaison sur les côtés. Jourman, il a besoin d'un gars qui descend, soit chercher les ballons, soit il l'envoie, il fait des longs ballons vers lui devant. En plus, il les fait super bien, ça marche très bien. Alors là, avec l'Australie, c'était nul, quoi. Enfin, franchement. C'est ça, voilà. Ma foi, et dernière question pour clore ce chapitre australien, Antoine. Toi, personnellement, tu le vois comment, cet affrontement honduro-australien? Moi, je le vois pas très bien, en fait, parce que même si je sais que l'Honduras a perdu leur meilleur buteur sur une grosse blessure, alors, je sais plus c'est quoi son nom, mais je sais qu'ils étaient un peu peinés de voir leur meilleur joueur offensif, j'entends, pas participer à ces 2 matchs. Je pense que l'aller va être très compliqué. Si on peut arracher le nul, ce sera très bien. Déjà, quand on entend que l'objectif au match aller contre la Syrie, c'était d'arracher le nul, on se dit que déjà, il y a un problème dans la mentalité, à mon sens, j'entends. Donc je pense qu'ils vont rester dans cette mentalité-là. Soit faire un match nul, soit pas perdre beaucoup. Et au pire des cas, si on perd, pas avoir un trop grand écart pour essayer de faire la différence au match retour. Mais bon, on sait que le match retour sera dans un stade peut-être à moitié vide, parce qu'en pleine semaine, le football, c'est pas encore le grand maître, et voilà. Mais sinon, de l'autre côté, juste à côté de l'Australie, un petit mot aussi pour les cousins néo-zélandais qui, eux, vont essayer de remplir un stade complet pour essayer de soulever une équipe péruvienne. Le Pérou. Ouais, une équipe péruvienne. Donc juste 2-3 mots sur eux, donc ça va être compliqué parce qu'ils ont subi une Coupe des Confédérations assez compliquée. Donc eux, ils attendent de voir, hein, ils vont pour jouer, l'objectif c'est de se qualifier bien sûr, mais bon, ça reste la Nouvelle-Zélande, hein, donc on a des joueurs d'horizons très très différents, hein, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas encore le problème de la Nouvelle-Zélande, pour terminer, c'est qu'il n'y a pas de compétitivité, et du coup, quand ils doivent jouer des gros matchs, ça coince. Eh ben, merci beaucoup, Antoine, pour cette petite page australienne. Donc, je rappelle que le Honduras et l'Australie s'affronteront les 10 et 15 novembre prochains, que le match aller aura lieu au Honduras, à San Pedro Sula. San Pedro Sula. J'avais Tegucigalpa, c'est au Guatemala. Ah mince, il y a un petit souci dans mes capitales centra-américaines. Enfin bref, le match aller aura lieu donc au Honduras le 10 novembre donc, et le match retour en Australie. Ma foi, je vous laisse imaginer le parcours que vont faire les 2 équipes pour cet éliminatoire en seulement 5 jours. C'est assez gigantesque. 13 000 kilomètres. Voilà, 13 000 kilomètres et pas mal de fuseaux horaires. Pour le coup, l'Australie qui joue le retour à la maison est un peu avantagée là-dessus. Je vous propose de passer au groupe A et de parler un petit peu d'une équipe, on a commencé à l'évoquer, qui est qualifiée et qui, ma foi, est un habitué des Coupes du Monde. Hein. Depuis le temps, on n'est plus surpris. Je parle bien sûr de l'Iran, et voilà, depuis le temps, on n'est plus trop surpris de voir l'Iran en Coupe du Monde. Ils sont là régulièrement depuis 98. Entraîné donc par Carlos Queiroz, comme tu le dis, un Iran qui a marché sur ses éliminatoires, qui termine largement en tête de son groupe avec 22 points, 6 victoires, 4 matchs nuls, 0 défaite. Merci, bonsoir. Messieurs, un petit mot sur l'Iran. Est-ce que cet Iran a grandi, surtout par rapport à 2014? Je vais pas. Oui, elle a grandi. Elle avait fait de l'Iran, quoi. C'est-à-dire que c'est solide défensivement, ça on le savait, on n'a pas été surpris. Ça mettait son but, et puis après ferme boutique, plus personne ne se lance en attaque, on a juste à attendre que l'autre vienne et l'autre se casse les dents sur notre défense, et puis voilà, on prend les 3 points.
si tu regardes bien les matchs, ils sont assez rares, ceux où C'est ils vrai ont mis que si on deux buts. regarde les résultats de l'Iran, oui, voilà, à part un 2-0 en amical contre le Togo, c'est du 0-0, 1-2, 1-0, 0-1, 0-1. Voilà. Ouais. C'est Oh. régulièrement 1-0 et puis voilà, on ferme. Bon, après, ça a marché. Ils ont eu la meilleure défense d'Asie pendant toutes les éliminatoires. Ils ont pris que 2 buts. Et encore, c'est sur le dernier match face à la Syrie où ils n'avaient plus rien à jouer et où on peut se douter que ça a eu donné un petit coup de main. Donc, ouais, l'Iran, en Asie, on ne fait pas mieux en termes défensifs. Ça, c'est sûr. Après, offensivement, c'est un peu compliqué. Ils ont des bons joueurs. On va pas dire qu'ils n'ont pas de bons joueurs offensifs. Ils en ont des bons. Je pense surtout à Mehdi Taremi, qui a fait une super campagne avec Persepolis en Champions League, en Asian Champions League. Oui, il y a lui. Il y a aussi. Bon, attends, je vais essayer de te prononcer le nom. Ça va pas être simple. Je te l'avoue parce que on t'en voudra pas. Et bien. moi aussi, je les ai devant moi les noms et moi aussi je redoute pour le prononcer. Je pense que tu parles de Jean Bachke. Ouais, voilà, c'est le joueur qui joue en Eredivisie. On a aussi comment il s'appelle, celui qui joue à l'Est là. Gouhanejad. Non, lui il joue aussi en Eredivisie, il me semble. Azmoun. Voilà, Azmoun, c'est un très bon joueur. Lui, voilà, il joue en Russie. Lui, c'est un bon joueur. Lui, vraiment, pour le coup, c'est un jeune joueur qui est très bon. Enfin, qui est très bon. Toute proportion gardée, hein, c'est pas non plus une grande star, mais c'est un joueur très intéressant. Il a que 22 ans, il est vraiment très intéressant. D'ailleurs, on l'avait repéré à Rostov. Il avait fait des beaux matchs. Ouais. Lui, tu vois, ils ont quand même un secteur offensif qui est pas ridicule. C'est quand même des bons joueurs offensifs, mais c'est la philosophie de l'entraîneur. C'est-à-dire que la défense, c'est la priorité, et ça, on le ressent quand on voit les matchs. On n'est pas subjugué par les attaques iraniennes. Non. Par contre, défensivement, c'est costaud. Mais alors, du coup, voilà, c'était ma question initiale, par rapport au mondial, est-ce qu'on peut s'attendre à un Iran un peu plus ambitieux que ce qu'il ne l'est d'habitude aux mondiaux, c'est-à-dire une équipe qui va tenter de faire de bons matchs dans sa phase de poule, mais qui n'a pas réellement d'ambition de qualification pour les huitièmes de finale. Est-ce que cette fois, il y aurait quelques idées derrière la tête pour jouer le poil à gratter dans un groupe? Après, tout dépend du tirage au sort aussi, vous me direz, mais bon. Est-ce qu'on peut commencer à penser ce genre de choses pour l'Iran? Bah, tu le dis, ça dépend du tirage au sort, mais en 2014, ils n'avaient pas été ridicules. Quand on se souvient du match face à l'Argentine, loin de là, oui, tout à fait. L'Argentine, ça n'a pas été simple pour eux. Après, je me souviens plus exactement de tous les résultats de la Coupe du Monde 2014, mais l'Iran avait été loin d'être ridicule. Je pense que c'est même la meilleure équipe asiatique. Quand on prenait les 4 qualifiés, je crois que c'est celle qui a fait les meilleurs résultats à la Coupe du Monde 2014. Donc, ouais, je pense qu'ils vont continuer leur philosophie, c'est-à-dire d'être bons en défense et d'essayer de marquer sur un contre. Après, tout dépend du tirage. Hein. S'ils ont en tirage des équipes qu'on peut dire de leur niveau, ils essaieront peut-être d'être un peu plus offensif, mais ils vont vraiment compter sur leur défense et pourquoi pas mettre un but sur un coup de pied arrêté en fin de match, enfin voilà, ce genre de choses. Et ils peuvent, ça va être leur style de jeu. Ça n'a pas trop mal marché en 2014 et il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas marcher en 2018. Oui, il me semble que l'Argentine ne s'était imposée que d'un but d'ailleurs contre l'Iran. Un but en fin de match. Belle frappe de Messi, oui. Si, ouais, c'est ça. Il me semble que c'est ça. C'était vers la fin du match. Je m'en souviens très bien. J'étais à une fête municipale, une fête de bourg en Belgique, voyez-vous. Voilà, il y a des souvenirs comme ça. C'est pavlovien. Voilà, on me dit Argentine-Iran. Je pense saucisse et bière dans ce charmant petit bourg d'Oquier près de Liège, dans le Pays liégeois. Eh bien, écoute, voilà, ma foi, l'Iran qu'on attend de voir à la Coupe du Monde, parce que c'est vrai que ce parcours, même si tu le répètes, n'est pas une équipe très spectaculaire, c'est en tout cas extrêmement solide. Voilà, je rappelle ses stats: 6 victoires, 4 matchs nuls, 0 défaite et seulement 2 petits buts encaissés en 10 matchs. Bon, et d'un autre sens, seulement 10 buts marqués, c'est pas la panacée. Et donc voilà, on attend, moi personnellement, du coup, je me demande ce que ça va donner pour cet Iran. Est-ce que c'est une équipe qui progresse de plus en plus au niveau international? J'en suis assez curieux. Deuxième, on y vient, mon Baptiste, on y vient. Deuxième de ce groupe, l'un des dragons
de l'Asie, la Corée du Sud, les guerriers Taeguk, qui finissent donc second, loin derrière l'Iran, avec seulement 15 points contre 22 pour les Perses. À propos des Perses, encore une fois, on s'excuse si on a des auditeurs de nationalité ou d'origine perse pour la prononciation des noms des joueurs. On essaiera de travailler ça au mieux. Mais pour revenir à la Corée du Sud, donc, qui termine donc second avec 15 points, avec 4 victoires, 3 matchs nuls et 3 défaites, qui termine meilleure attaque de son groupe avec 11 buts au-dessus de l'Iran, mais avec 10 buts encaissés, c'est quand même énorme. Un but par match, donc 10 matchs, 10 buts, je compte très bien. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette grande nation du football asiatique? Il me semble qu'il y a eu un petit problème d'entraîneur. Tu n'es pas totalement satisfait de l'entraîneur qui n'est plus l'entraîneur, mais qui a été l'entraîneur pendant ces qualifications. Oui, oui. Il y a tellement de choses à dire sur Ulis Kelike. Sa situation. Il a pris la Corée quand même après le mondial catastrophique de 2014. Donc là, pour le coup, la Corée du Sud avait vraiment été ridicule. Alors, je pense qu'on ne pouvait pas faire plus ridicule. Et il avait réussi à remettre de l'ordre, mettre de la rigueur dans cette équipe, à les amener jusqu'en finale de la Coupe d'Asie 2015. Donc, qui était quand même un exploit d'aller jusque-là. Bon, c'était pas non plus, en termes de foot, on va pas non plus, c'était pas flamboyant, mais ça avait été efficace. Ça avait plutôt bien marché. On les attendait pas jusqu'en finale. Ils y ont été. Ils ont quand même poussé l'Australie organisatrice jusqu'en prolongation. Bon, ils ont perdu. De toute façon, on ne s'attendait pas à ce qu'ils gagnent. Et après, donc, ils ont lancé leur campagne de qualif. Ils ont passé tranquillement les tours, on va dire, préliminaires, sans être non plus flamboyants, mais bon, les adversaires, c'était assez ridicule. Et après, donc, est venue forcément la dernière phase, où là, les adversaires sont un standing quand même un peu plus relevé, moins que dans le second groupe, mais c'est toujours un peu plus relevé. Et on est parti dans le grand n'importe quoi total. En termes de jeu, c'était ridicule. Offensivement, il ne se passait strictement rien. C'était ce qu'on appelle du kick and rush, c'est-à-dire qu'on balance tout devant et on attend qu'il y ait un mec qui chope la balle et qui va marquer. Alors quand vos joueurs devant font 1m70, leur balancer des ballons en hauteur contre des défenseurs qui en font 1m90, vous allez me dire c'est vachement logique. Donc c'était assez nul. Ça a commencé déjà face à la Chine. Seb pourra le dire, il doit bien s'en souvenir. La Corée avait mené 2-0. On se disait bon, ça va être un match tranquille, une bonne entrée. Et puis là, d'un coup, plus personne ne joue. Les Chinois se mettent à y croire et ils reviennent dans le match et ils inquiètent vraiment la Corée. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, ça va commencer à être très, très compliqué cette campagne de qualif. Surtout que derrière, ça va faire un vieux 0-0 tout moisi là, face à la Syrie. Ça enchaîne encore à domicile avec une victoire ultra poussive face au Qatar. Ça va en Iran, ça va se faire battre en Iran. Et donc là, on est quand même dans un contexte assez compliqué, c'est-à-dire qu'on ne gagne pas à l'extérieur, on a du mal à domicile contre les équipes soi-disant petites du groupe, et on a une magnifique sortie de Ulis Kelike, qui nous sort que dans son équipe, il n'a pas de numéro 9 adéquat, et donc d'une standing de l'attaquant du Qatar. Donc, c'est-à-dire que le numéro 9 du Qatar qui était, comment il s'appelle ? C'est Sébastien Soria. Voilà, Sébastien Soria. Et soi-disant, ce profil-là n'existe pas en Corée. Donc, c'est-à-dire que Kelike est quand même allé dire en conférence de presse que ces joueurs n'avaient pas le niveau d'un joueur du Qatar. Donc, un joueur comme Son Heung-min n'a pas du tout apprécié la remarque. Il a quand même réagi. On le rappelle rapidement, qui est donc l'un des joueurs offensifs de Tottenham, qui roule quand même très bien en ce moment. Et en effet, il a le droit de le prendre un peu en travers de la gorge. Voilà, exactement. Et donc, forcément, les médias sud-coréens lui demandaient de réagir. Et il a quand même dit donc, que c'était des propos regrettables, que son équipe avait des bons joueurs. Et il a terminé par « Les paroles du sélectionneur sont justes » et on n'a jamais eu la fin de la phrase. Donc je pense que ça veut tout dire. Là, à partir de ce moment-là, il y a une rupture entre les joueurs et Kelike. Ki Seung-young,
qui est le capitaine de la sélection, a quand même dit les entraîneurs étrangers et nous avons des différences dans la façon de penser le football. Il a dit qu'entendre ces remarques, il pouvait comprendre que certains joueurs se sentent insultés et il espérait que le sélectionneur n'avait pas souhaité remettre la responsabilité des mauvais résultats sur le dos des joueurs plutôt que sur la sienne. Donc voilà, les relations entre les joueurs et le sélectionneur commençaient déjà à se dégrader. Les médias commençaient aussi à en avoir marre d'avoir face à eux un Stielicke qui, à chaque fois qu'il y avait des mauvais résultats, que le jeu était pas bon, disait que L'arrogance occidentale, sûrement, non? Voilà, c'est ça. Il y a quand même un journaliste qui arrive en Corée du Sud en pensant qu'il va tout apprendre et qu'il sait tout. C'est ça. Je pense. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il voulait apprendre le football aux Coréens. Et à chaque fois qu'il y avait des erreurs, c'était jamais lui. Et un journaliste coréen lui a quand même balancé: vous n'acceptez donc jamais vos erreurs. Et Stielicke n'a jamais répondu. Donc on sent bien une petite coupure entre lui et la presse et lui et ses joueurs après ce match perdu en Iran. Et on arrive donc à une situation compliquée. Il va quand même falloir se mettre à gagner. Il y arrive très difficilement face à l'Ouzbékistan. Ça gagne 2-1, mais c'est très compliqué. Il y a toujours la défense sud-coréenne, ça devient une passoire, c'est n'importe quoi. C'est Benny Hill. Franchement, moi, je l'ai surnommé Benny Hill. Très concrètement, dès que le ballon arrive, les mecs sont en panique. Ils savent plus quoi en faire. Ils balancent devant. C'est n'importe quoi. Que des erreurs. Ensuite, ça va perdre en Chine. Ça, Sébastien sera très content de le dire. Dans un contexte de tension entre la Chine et la Corée, la Chine arrive à battre la Corée dans un match que la Chine a très bien mené. C'est-à-dire qu'ils ont eu les occasions, ils l'ont mise. Ils en ont mis une, ça a suffi. La Corée n'a rien pu faire. Il a ensuite eu un match décisif face à la Syrie. Alors j'étais présent au stade parce qu'à ce moment-là j'étais en Corée. J'ai pas vu le but parce qu'il est arrivé très tôt. Je suis arrivé en retard dans le stade. Bah, bravo. Mais les Coréens qui étaient à côté de moi, ils étaient tout autant énervés que moi. C'est-à-dire qu'ils trouvaient que c'était lent, qu'il se passait rien. Ils étaient en train de dire qu'il faut jouer vite, accélérer, courir, faites quelque chose. Enfin, tout le monde s'ennuyait, quoi. C'était pas possible. C'était à ce niveau-là, face à la Syrie, tu peux pas te faire 1-0 et ensuite ne rien proposer. Et pour couronner le tout, en juin, match face au Qatar, tu gagnes, tu es qualifié en fonction des résultats des autres, et ben tu te fais battre 3-2 par le Qatar. Donc là, c'était trop pour la fédération. Stielicke s'est fait virer en ayant pris encore plus de reproches, c'est-à-dire qu'on lui demandait s'il allait un jour prendre des joueurs de K-League, donc du championnat local qui est dans le top 2 en Asie quand même, c'est-à-dire avec le Japon, on ne fait pas mieux. Et il n'en prenait pas beaucoup, il en prenait 3-4 ou il ne les mettait pas sur le terrain. Il préférait prendre des joueurs qui jouent en Europe, entre guillemets, jouer, c'est-à-dire qu'on ne les voit jamais. Park Joo à Dortmund doit avoir fait 3 matchs en je ne sais pas combien d'années, là, depuis qu'il y est, il n'a pas beaucoup joué. Lee Chung-Yong à Crystal Palace, il ne joue jamais, mais les mecs étaient titulaires en sélection. On ne comprenait rien. C'est-à-dire que le gars faisait trop confiance aux Européens, jamais aux joueurs de Kelly qui devaient sans doute tirer la tronche, surtout que à l'époque, John Book roulait sur l'Asie avec des joueurs coréens, donc pourquoi ne pas les prendre? Enfin bref, ça a été donc un sacré bazar avec l'ami Stielicke qui nous rappelle à nous aussi de mauvais souvenirs puisque c'est un des joueurs qui faisait partie de l'effectif de cette fameuse du drame de Séville de 82. C'est Roubèche qui marque le dernier penalty. C'est Roubèche, mais je me demande si c'est pas lui qui égalise. Alors, je ne sais plus, mais je sais qu'il a participé à ce match et il me semble qu'il a marqué. Il me semble que c'est lui qui égalise. À vérifier. Mais alors du coup, oui, donc on a bien compris, là, ça s'est mal passé sur tous les plans, sur le plan tactique, sur le plan personnel, sur le plan relation avec les joueurs et la fédération. Ouais. Mais du coup, sans parler d'être assis sur un tas d'or, la Corée du Sud restant ce qu'elle est, avec toute son humilité, mais aussi beaucoup quand même de talent, quand même, parce qu'il y en a. Est-ce qu'on peut pas en tirer on peut évidemment en tirer bien mieux de cette Corée du Sud, mais donc on le rappelle maintenant, c'est Shin Tae-yong qui a repris le poste de sélectionneur. Tu vas nous en dire un mot. Mais est-ce que Shin Tae-yong peut arriver à vraiment tirer quelque chose de plus de cette Corée du Sud et est-ce que cette Corée du Sud, comment m'exprimer? Je me suis perdu. Comment cette Corée du Sud, avec son potentiel maximum, peut se placer sur l'échiquier mondial? C'était ça ma question.
C'est-à-dire que vu que là, elle était en total sous-régime et visiblement très mal dirigée, très bien, mieux dirigée et avec en travaillant à plein moyen, en roulant à vitesse de croisière, quoi, toutes ces métaphores à la con. Qu'est-ce qu'elle peut donner, cette Corée du Sud? Le problème, c'est qu'elle n'est toujours pas bien dirigée, en fait. C'est-à-dire que la KFA s'est mis elle-même, donc la KFA, c'est la Korean Football Association, donc la fédération. Elle a mis trop de temps à limoger Stelicke. Au moment où ils l'ont limogé, il restait que 2 matchs. 2 matchs pour se qualifier. Ils appellent Shin Tae-yong. Le Ghan n'a ses joueurs qu'une semaine pour faire 2 matchs où il joue quand même gros pour le pays, hein, on ne va pas se mentir. À ne pas aller en Corée du Sud, ne pas aller au mondial, ça serait quand même un gros revers. Il y parvient. Et il est toujours quand même sur un siège éjectable, c'est-à-dire qu'il a réussi sa mission, donc la KFA lui dit bien tu restes, mais on a eu tout de suite après l'affaire de Gus Hiddink en néerlandais, c'est-à-dire que après le limogeage de Stelicke, Hiddink ou il me semble un de ses agents a envoyé un message à une personne de la fédération coréenne en lui disant qu'il était prêt à aider la sélection. Sauf que cette personne de la fédération a cru que c'était une blague. Donc, ils n'ont pas pris en compte ce message et ils ont nommé Shin Tae-yong. Et c'est sorti dans la presse et maintenant, nouveau scandale. On aurait pu avoir Hiddink, le héros de 2002, il aurait pu prendre la sélection. Maintenant, on se retrouve avec Shin Tae-yong. Oh là là, vous avez tout mal fait, etc. Moi, je ne suis pas vraiment un défenseur de Hiddink. Je trouve qu'il est un peu trop vieux maintenant pour reprendre une sélection en main. Il l'a fait avec les Pays-Bas. C'était un véritable cauchemar et une véritable catastrophe. En Corée, il est adulé parce qu'il a l'image de 2002, mais on sait très bien que les idoles ne réussissent pas 2 fois. Ça c'est rare. Et donc, on se retrouve avec Shin Tae-yong. Alors, Shin Tae-yong, c'est l'homme de la Fédé, qui a eu une super carrière de joueur. Il n'y a rien à dire. C'est un grand joueur des années 90. Des années 90, qui n'a pas fait de Coupe du Monde, qui n'a pas été en Italie ni aux États-Unis en 94, mais qui a fait les JO de 96 à Atlanta. Oui, mais non, pas de Coupe du Monde en 98. Il me semble qu'il y a eu plusieurs blessures, 97-98, donc il ne pouvait pas aller à Coupe du Monde. Puis après 2002, un peu trop vieux. Mais un grand joueur qui a gagné 6 championnats, une Ligue des Champions. Il a été 2 fois meilleur joueur du championnat. Bref, un grand joueur. Une carrière de coach, on va dire plus qu'honorable. Il a gagné une Ligue des Champions en 2010 avec Songnam, donc son club de toujours, même en joueur, et une Coupe de Corée. Donc un joueur, une ancienne gloire, un entraîneur qui a quand même quelques références et qui a été bien porté par la fédération. C'est-à-dire qu'il a entraîné les moins de 23 ans jusqu'au JO. Bon, au JO, ils ont perdu contre le Honduras en quart. Et ensuite, Coupe du Monde des moins de 20 ans en Corée du Sud. Début d'année 2017, on ne trouve rien mieux que de mettre Shin Tae-yong à la tête de l'équipe. Donc le gars n'a même pas une moitié d'année pour monter une équipe, pour représenter le pays dans leur Coupe du Monde. Ils sont éliminés c'est 8e, enfin bref, juste après les poules face au Portugal. Et à chaque fois, les mêmes problèmes. C'est-à-dire que Shin Tae-yong n'est pas un entraîneur de sélection. C'est un entraîneur de club. Il a une philosophie qui est assez particulière. C'est-à-dire qu'il n'a pas sa propre tactique. Il s'adapte toujours à celle de l'adversaire. Donc, c'est pas tenable en sélection. Tu ne peux pas changer ta tactique tous les matchs. T'as pas tes joueurs au quotidien, tu ne peux pas leur dire ce que tu attends d'eux face à tel joueur en le travaillant toute la semaine, c'est pas possible. Et en plus, ça doit être des schémas qui sont mis depuis longtemps, c'est-à-dire que les équipes régulièrement, tu retrouves plusieurs équipes à jouer de la même façon, donc ils ont l'habitude. En sélection, c'est pas tenable. S'il a ses joueurs, on va dire 2 semaines tous les 3 mois, tous les 2 ou 3 mois, c'est pas possible. En plus, il a une sérieuse tendance à quand même continuer sa défense à 3. Quand on sait que les problèmes de la Corée, c'est défensif plus qu'offensif, on a vu en amical, c'est pas tenable. C'est toujours pas tenable. Les mecs font n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Donc, Shin Tae-yong, pour moi, et comme pour beaucoup d'observateurs, n'a pas le niveau pour être entraîneur. Alors qu'il est, il est encore jeune, n'a pas la carrure d'un entraîneur de la sélection. Voilà. Après, offensivement, il met des choses en place. On a vu beaucoup de progrès sur les 2 derniers matchs, donc face à l'Iran et l'Ouzbékistan, que sous Stelicke. C'est-à-dire que déjà, quand on joue au foot, c'est-à-dire arrêter de balancer des ballons devant
sur des mecs qui n'ont pas forcément le profil pour aller chercher le ballon de la tête, sachant qu'il n'y en a qu'un comme ça en Corée du Sud, c'est Kim Shin-wook, le Wookie, mais bon, il n'était pas titulaire. Donc, lui, il essaie de mettre en place des combinaisons avec des joueurs, à travailler plutôt sur les ailes, ce qu'on ne voyait jamais avec Stelike, Son Heung-min, Kwon Chong-un, qui joue à Dijon, était revenu dans le groupe. D'ailleurs, on a eu du mal à comprendre pourquoi il n'y était pas. Bref. Donc, il a essayé de mettre des choses en place. Ça se voyait, il y avait des combinaisons, les mecs couraient, permutaient. Bref, ça bougeait bien, c'était pas mal. On voyait que c'était le début parce que les gars n'avaient pas l'habitude de jouer ensemble, mais on sentait une amélioration. Et match après match, ça s'est amélioré un petit peu. Bon, après, ils ont pris des défaites, mais ça, les résultats, on s'en fout. Il faut voir le contenu, c'est des amicaux. Il y a quand même un peu d'espoir, alors, quand même. Oui, il y a un peu d'espoir. Mais le problème, c'est que l'espoir, on ne sait pas s'il va durer jusqu'à la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas si Shin Tae-yong va rester. La KFA nous dit oui, il reste. Ouais. Mais ça reste derrière une situation d'instabilité. Voilà. Et derrière, il y a Yiding qui dit « je veux aider la Corée ». Et quand on lui propose je veux prendre mon chèque, surtout. J'ai pas de chèque en ce moment. Surtout. Et quand on lui dit voilà ce qu'on vous donne comme poste, donc un assistant pour Shin Tae-yong, il dit non. Il dit il veut autre chose. Il avance comme excuse qu'il a signé un contrat d'analyste sur une chaîne néerlandaise pour la Coupe du Monde. Donc, il faut savoir ce que tu veux. Tu veux aider la sélection, tu veux pas l'aider, qu'est-ce que tu veux réellement? Tu veux le poste de sélectionneur. En gros, il veut le poste de sélectionneur. Bon, ma foi. Et dernière question en synthèse, rapidement. Quelles ambitions, quel objectif pour la Coupe du Monde pour les Coréens? Quelles ambitions ils peuvent se permettre d'avoir? Eux, ce qu'ils veulent, c'est sortir des groupes, des phases de groupe. Voilà, du groupe. C'est sûr, ils veulent sortir. Après, est-ce qu'ils en ont le niveau? Ça dépendra du tirage au sort. Même n'importe quel tirage, ça va être forcément des équipes qui vont être très fortes. S'ils arrivent à régler leurs problèmes défensifs, et là tout le monde compte sur le jeune Kim Min-jae qui a 21 ans, donc il n'y a qu'une saison pro, donc c'est-à-dire on est quand même à un point où un gamin de 21 ans est l'espoir dans la défense de la sélection. S'ils arrivent à régler leurs problèmes défensifs, ils peuvent être assez dérangeants. Je ne dis pas qu'ils vont gagner leur match, parce qu'en face, ça va être aussi très bon. Mais ils vont être dérangeants. C'est-à-dire que les buts ne seront pas faciles pour les adversaires comme ils le sont actuellement. Et offensivement, les 4 qui sont devant, s'ils jouent régulièrement ensemble, ils peuvent enfin apprendre à se connaître, parce qu'ils jouent jamais ensemble. Ils en ont fait quoi? Ils ont fait 4 matchs ensemble, et encore, il y en a un qui est blessé. Donc, ils ont fait 4 matchs ensemble, et on sent qu'il peut se passer quelque chose entre eux. Et avec ça, ils peuvent sortir des groupes, ils peuvent essayer de sortir des groupes. Je ne dis pas qu'ils vont le faire, pour moi ils ne le feront pas, mais ils peuvent proposer quelque chose d'intéressant et qu'ils peuvent embêter quelques équipes. Voilà. Mais l'ambition, ce que veut la Corée, c'est vraiment sortir des groupes. D'accord, très bien. Merci beaucoup Baptiste. On va suivre donc cette Corée du Sud comme toutes les équipes asiatiques sur le chemin du mondial. On va regarder un petit peu les matchs amicaux, voir si Shin Tae-yong reste et s'il arrive à mettre quelque chose en place, ma foi. Et bien ma foi, je vais passer de la Corée du Sud à l'équipe Fagnon de monsieur Sébastien Lucas, qui termine 5e. Je passe l'Ouzbékistan, qui a fait un parcours honorable. On en dira un mot tout à l'heure, si le cœur vous en dit. Et je voulais parler de la Chine, parce que c'est un grand pays, parce qu'elle est en pleine expansion, en tout cas en ce qui concerne son championnat. La Chine, la sélection, ça fait longtemps qu'on en parle. Elle est absente de la Coupe du Monde depuis 2002. J'ai envie de dire, à quand l'éveil? À quand enfin l'éveil de la Chine, Sébastien? Ouais, très bonne question. Là, pour ça va être compliqué. On va attendre l'après Coupe d'Asie 2019 qui va arriver. La Chine, ça c'est vraiment... Elle a fait de la Chine. C'est-à-dire que elle a joué très très mal le début du 3e tour de la qualification pour la Coupe du Monde, où elle a gardé son coach qui les avait sauvés le tour précédent pour les 5 premiers matchs, et en faisant des scores et du jeu assez pathétiques contre la Corée du Sud, un but contre son camp d'entrée de jeu qui donne l'avantage à la Corée du Sud et un réveil tardif. Victoire 3-2. Après, ça a été poussif contre l'Iran, mais à domicile. Une défaite contre la Syrie à domicile qui a été probablement le tournant. Et à partir de là, il y a eu encore une défaite contre l'Ouzbékistan et ils ont décidé, enfin, au niveau de la CFA, de faire appel
à Marcelo Lippi, qui a complètement changé le système de jeu, appelé des nouveaux joueurs. Et à partir de là, on a eu un petit réveil de l'équipe de Chine et qui a permis d'arriver jusqu'au dernier match avec l'espoir d'arracher la place de meilleur troisième pour avancer au barragiste en tant que barragiste. Mais malheureusement, ça se joue vraiment à pas grand-chose. Quand est-ce que la Chine va se réveiller? Quand la CFA arrêtera de faire n'importe quoi, c'est-à-dire elle décide de ne pas sélectionner son meilleur attaquant qui joue au Werder Brême, Zhang Yuning, qui devait jouer contre l'Ouzbékistan et contre le Qatar. La CFA a décidé de le sanctionner parce qu'il serait arrivé en retard d'une journée au camp d'entraînement suite à sa sélection en équipe première du Werder de Brême pour un match de Bundesliga. Bon, il est resté sur le banc, mais la fédération a décidé de ne pas le sélectionner, ce qui a été un peu dommage vu que ils avaient vraiment besoin de lui pour pouvoir avancer un petit peu. Le match nul contre la Syrie au mois de juin, ça a été aussi le coup de poignard avec un coup franc encaissé à la 92e minute par Al-Sali. Al-Sali, c'était le défenseur central du club de Henan Jianye qui joue en Chinese Super League. Ça lui a coûté sa tête à ce joueur-là, c'est-à-dire qu'il était titulaire avec le club et du moment où il a inscrit ce but contre la Chine qui a quasiment éliminé l'équipe nationale, les spectateurs, les tweetos et les réseaux sociaux ont explosé en disant il faut lui couper la tête, plus jamais il joue en Super League. Le joueur il faut lui couper la tête, parce que c'est la deuxième fois que tu le dis et tu le dis de manière assez explicite. C'est métaphorique. Oui, c'est métaphorique, oui. La première fois, j'entendais que ça lui a valu sa tête, donc j'ai bien compris que c'était son poste, mais la deuxième fois où tu dis que les Twitter... Non, c'est vraiment métaphorique. Hein. C'est juste, il fallait s'en débarrasser. Un joueur qui élimine l'équipe nationale n'a rien à faire dans le championnat. Du coup, il n'a plus jamais joué. Il a même quitté le club durant l'intersaison. Là. C'est vraiment dommage. Il y a du gâchis. On va voir ce que ça va donner en Coupe d'Asie des Nations, avec l'espoir de finir à sortir des groupes. Ça serait la deuxième fois en 15 ans. Ça serait pas mal. Mais bon, je me fais pas trop d'espoir pour la Coupe du Monde 2020. Même en 2022, je pense que ça va être compliqué parce que le problème qu'il y a actuellement en équipe nationale, c'est l'âge des joueurs. L'âge des joueurs, ils ont une moyenne de 28 ans. Et sur les 12 derniers mois, il y a eu que 6 joueurs qui ont moins de 22 ans qui ont été appelés. Et donc problème de génération. Ouais, c'est ça. Et problème de mentalité au niveau de la CFA. Alors je sais pas comment ça se passe en Corée, mais en Chine, c'est d'abord on fait jouer les vieux. C'est une histoire de respect pour tout ce qu'ils ont fait pour la sélection. Et les jeunes, s'ils arrivent à jouer ou à gratter des minutes, c'est bien. Alors bon, à ce rythme-là, on est mal barré parce qu'ils pensent toujours à garder leur milieu de terrain Jungje qui a 37 ans, qui aura 39 ans pour la Coupe d'Asie. Alors on ne sait pas trop s'il va rester. Leur attaquant phare, ils ont 32 et 31 ans actuellement. Enfin, c'est la défense centrale, ils ont tous plus de 30 ans. Je vois pas trop comment ça va évoluer. Si Lippi reste, il faut qu'il fasse du ménage et qu'il prenne plus de joueurs, des jeunes générations, des U20, U23, parce que sinon, malheureusement, ça va aller au crash pour la prochaine Coupe du Monde aussi. En Corée aussi, on a Shin Tae-yong, là, il est coréen, et il a un peu aussi rappelé des vieux, parce que lui, il veut de l'expérience, donc on s'est retrouvé quand même avec la légende, le Lion King, Lee Dong-kook en sélection. Le gars a 37 ans, c'est une légende en Asie. À 37 ans, il a quand même failli marquer le but, la qualification. Meilleur buteur coréen du championnat coréen. Voilà, meilleur buteur de l'histoire du championnat, meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions asiatique. À son âge, à sa 37 ans, là, c'est si je ne me trompe pas, je crois. Ah, il a 37 ans, regardez, actuellement, dans la saison actuelle, c'est le meilleur buteur de
coréen. Ah oui, oui. Ah bah oui. Bah, en même temps, le mec, il joue régulièrement. Donc voilà, c'est-à-dire que les jeunes en Corée, c'est comme en Chine, quoi. S'ils ont des minutes, c'est bien. S'ils en ont pas, voilà, tant pis pour vous. Il y a les vieux et puis les vieux, on va les garder. De toute façon, ils sont vieux. Il faut leur donner du respect. Il faut qu'ils restent. Et il a aussi rappelé Yeom Ki-eun, qui lui, bah, c'est aussi un vieux, quoi. Il a plus de 30 ans. Ça faisait longtemps qu'il était plus en sélection. Et puis, bah, tu vois, on va le rappeler. Voilà. C'est un vieux, on va le rappeler. Alors qu'on en a d'autres. Mais bon, c'est un vieux, on va le rappeler. On a besoin d'expérience. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec une équipe un peu, j'appelle ça l'équipe de papy de la Corée. Voilà. Un peu comme pourrait faire En Chine, c'est exactement la même chose. Pour revenir, pour en revenir à la Chine, comme tu nous l'as expliqué de nombreuses fois dans les podcasts, l'intérêt pour la Super League est présent. Il y a des très belles affluences, il y a des très beaux matchs, des très beaux derbys. Qu'est-ce qu'il en est de la sélection? La sélection, bon, bah, c'est comme en Asie, tu vas mettre n'importe quelle ville va se battre pour avoir la sélection qui vienne dans leur stade. Le stade sera quasiment comble. Par contre, personne ne se fait d'illusions pour une qualification en Coupe du Monde. Quant à la Colombie qui va venir, les gens vont venir pour voir les Colombiens. Ils vont voir la Chine peut-être se faire rouler dessus ou alors avec un peu d'espoir réussir à faire quelque chose. Ils vont recevoir aussi l'équipe de la Serbie. Là, ça va être un match, je pense, un peu plus équilibré que contre la Colombie. Le problème, c'est que tu as des joueurs, on dirait qu'ils sont appelés en sélection, mais le maillot, c'est un peu un maillot en kryptonite. On va prendre l'exemple de Wu Lei, qui est le meilleur buteur chinois de Super League depuis les 3 dernières saisons, il me semble, qui joue à Shanghai SIPG et qui, je l'avais, tu vois. qui en fait, c'est un peu le Karim Benzema de l'équipe de France, le mec. Il arrive, il vient, il plante avec son club, mais dès qu'il arrive en équipe nationale, il n'y a plus rien. Tout le monde se pose la question de pourquoi, et pourtant il joue au même poste qu'avec son club. Après, c'est peut-être pas la même animation offensive, mais bon, c'est vraiment le gros point d'intégration de ce joueur, parce que si ce joueur arrive à faire la différence en équipe nationale comme il le fait avec son club, normalement, ça devrait être les doigts dans le nez. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et juste pour faire un petit flashback, puisqu'avant, pendant la qualification, on a eu Alain Perrin comme coach, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui a quand même réussi l'exploit de faire 2 matchs nuls contre la grande équipe de Hong Kong, 0-0 au match aller, 0-0 au match retour, et qui lui aura coûté sa tête. Et ça n'a pas du tout été apprécié par la CFA, qui a viré Alain Perrin, son staff. Oui. Alain Perrin a été viré, tout son staff, et ils se sont qualifiés lors de la dernière journée, mais vraiment à l'arrache contre le Qatar avec une victoire, mais ça a été très 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 compliqué. Voilà, donc la Chine a fait de la Chine, on s'attendait pas à ce qu'ils se qualifient. Ils sont arrivés jusqu'au 3e tour, on est bien content. On verra lors de la prochaine Coupe d'Asie. C'est vraiment là que la CFA va choisir s'ils poursuivent avec Lippi ou pas. Et je pense que le mieux, ça serait qu'ils gardent Lippi, mais est-ce que lui va vouloir rester? Ça, c'est une autre question. D'accord, bah écoute, work in progress en Chine donc, mais work in progress depuis longtemps et slowly quoi. Donc bon, peut-être qu'un jour on le verra, mais comme tu as l'air de le dire, c'est pas encore pour tout de suite. Et il y a encore beaucoup de boulot pour la Chine et donc la Fédération chinoise, la CFA. Avant de quitter juste dire, comment il s'appelle non, le meilleur buteur actuellement coréen, c'est juste une petite stat. C'est pas Lee Dong-kook, pardon, c'est Yang Dong-yeon de Pohang, qui a des 18 buts cette saison. Voilà. Juste un petit Autant pour moi. Je croyais, je croyais l'avoir, celui-là. Bon. Avant de quitter le groupe A, messieurs, est-ce que vous avez un petit mot à nous dire sur l'Ouzbékistan, qui a été assez surprenant, avec notamment un joueur phare dont je vais retrouver le nom, et comment? C'est pas Akhmedov? Je ne sais plus. Enfin bon. Et un Qatar, une équipe du Qatar qui, ma foi, a encore une très longue route à faire jusqu'à son mondial 2022, puisque bon dernier avec 7 petits points, 2 petites victoires,
notamment contre la Corée du Sud, et un match nul et 7 grosses défaites, 15 buts encaissés en 10 matchs, 8 marqués. Un petit mot sur ces deux équipes, messieurs? Le Qatar, c'est ultra faible, quoi. C'est une équipe qui est bonne. Par exemple, au deuxième tour, elle a joué contre les Maldives, le Bhoutan, Hong Kong. Elle leur a mis 6-0, 15-0, mais dès que ça passe le niveau au-dessus, il n'y a plus personne. Moi, le Qatar, j'ai regardé les matchs là, comme Sébastien. Ils pourraient faire quelque chose. Ils ont quelques joueurs, 2-3 joueurs qui sont pas trop mal. Il y en a un qui, je me semble, qui joue à Villarreal. C'est Akrif ou Akiv, je ne sais plus exactement le nom, qui est jeune, qui est pas mal. Ils ont aussi leur latéral droit, que moi j'ai beaucoup aimé, que j'avais vu à la Coupe d'Asie des moins de 23 ans, qui est assez intéressant, qui est très offensif et défensivement, il n'est pas dégueulasse. Mais voilà, c'est-à-dire que sur 2 ou 3 joueurs, tu peux pas faire une équipe. Concrètement, c'est leur gros problème, c'est qu'ils n'ont pas de réservoir, quoi. Ils ont 2-3 joueurs. Ils font ce qu'ils peuvent. Voilà. Et ils essayent de naturaliser des mecs comme Sébastien, j'ai encore oublié son nom de famille. Voilà, comme le Sébastien Soria, voilà, merci. Leur numéro 9. Voilà. Ils font des trucs comme ça, et ils nous font dans tous les sports, mais ils ont 2 joueurs. Voilà. C'est triste à dire, mais je pense que ça va être la plus faible équipe qui va organiser un mondial. Je pense aussi qu'on est très loin de... Oui, voilà, c'est tout simplement qu'ils sont très loin du compte et qu'en effet, c'est assez hallucinant l'équipe qui se profile pour être qualifiée à la Coupe du Monde 2022, donc directement qualifiée puisqu'elle organise. Je crois qu'en effet, tu l'as très bien dit, c'est exactement ça, on n'a jamais eu une équipe aussi faible qualifiée pour un mondial. J'ai l'impression, s'il n'y a pas de Après le Qatar... Pour rebondir sur l'organisation de la Coupe du Monde 2022, ils peuvent peut-être s'inspirer du handball, qui est devenu une grosse équipe. C'était une équipe qui n'existait absolument pas et qui a beaucoup naturalisé. Et en fait, c'est une équipe de mercenaires et qui sont devenus une des équipes top mondiales. Du coup, est-ce que c'est ce qui va se passer pour la Coupe du Monde 2022? Peut-être, mais tu vois, je suis assez d'accord. Le problème, c'est qu'au handball, tu n'as pas les mêmes règles. Déjà, il n'y a pas les mêmes règles. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que la fédération qatari n'est pas voulu commencer à faire ce travail justement juste après avoir su qu'ils allaient organiser le mondial. C'est un peu bizarre si on opte pour cette tactique au Qatar, c'est un peu étonnant d'attendre d'être à 4 ans de son mondial pour le faire et de pas le faire, d'avoir déjà un mondial avant. Enfin voilà, c'est un peu bizarre. Oui, Bon, ça va être compliqué pour eux en termes de niveau sportif. Tout à fait. Eh ben, monsieur, je vous propose de passer. Si tu veux un petit mot sur l'Ouzbékistan. Ah mais oui, pardon. J'oublie l'Ouzbékistan, c'est un peu comme régulièrement le dindon de la farce en Asie, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils peuvent se qualifier, ils se cagadent. En 2010, c'était face à la Jordanie pour aller après c'était pour jouer le barrage face à l'Uruguay, mais ils se font taper par la Jordanie. Et puis là, ils ont tout pour se qualifier, puis ils n'arrivent pas à battre la Corée, ils ne se qualifient pas parce que la Syrie fait match nul. Voilà. Et l'Ouzbékistan, à chaque fois, ils se retrouvent comme des couillons, quoi. Ils prennent un but c'est la Syrie qui marque à la 92e minute ou un truc comme ça. Ouais, parce que si la Syrie perdait, l'Ouzbékistan était en barrage. Et comme par hasard, ils marquent un but à la dernière minute contre l'Iran. Bon, alors que la Syrie-Iran s'est terminé après. Et le but syrien est arrivé après la fin du match Corée-Ouzbékistan. Moi, je laisse ça comme ça. Hein. J'aurais voulu que la Corée batte l'Ouzbékistan, que l'Iran batte la Syrie et la Chine serait passée en barrage. Ça aurait pas été beau, ça? Ouais, mais tu te serais fait éclater par l'Australie. Enfin, comme tu veux. Mais l'Australie et la Chine, ils sont au même niveau. Donc, et puis, en termes de bons joueurs en Ouzbékistan, il y a Bikmaev, leur milieu de terrain, là, qui est plutôt pas mal. Il y a Odile Ahmedov, il est vraiment pas mal aussi. Il joue en Chine, lui, c'est ça? Ouais, il joue à Shanghai, à Saipi. Ouais, ils ont des petits bons joueurs, enfin, pour le niveau asiatique, c'est pas mal. Mais à chaque fois, ils se font avoir. Ils ont aussi, en attaque, ils ont Sergeev, qui est plutôt pas mal aussi, mais... ils auraient de quoi se qualifier en barrage, sauf qu'à chaque fois, soit en barrage, ils se battent, soit ils tombent comme des cons. Sauf que l'Ouzbékistan est, comme tu le dis, le stade rennais de la zone Asie.
On peut dire ça comme ça. Enfin, tout le monde a bien rigolé quand ils sont fait éliminer, quoi. De la zone. Bon, très bien pour ce groupe A, messieurs, je vous propose de passer au groupe B, le groupe donc du Japon, de l'Arabie Saoudite, de l'Australie, dont on a déjà fait un point, des Émirats Arabes Unis, de l'Irak et de la Thaïlande. Et je vous propose de commencer par le Japon, par les samouraïs, qui se qualifient donc avec, qui se qualifient tranquillement, avec 20 points, ils sont premiers, une belle attaque, 17 buts en. Oui, mais tranquillement, c'est pas si tranquillement que ça. Seulement, alors 6 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites, dont une à la dernière journée contre l'Arabie Saoudite en étant déjà qualifié. Sur le plan comptable, c'est très bien. Enfin, il n'y a pas rien à dire, ils sont premiers, ils ont mis pas mal de buts, c'est très bien. Le problème, c'est les à côté et le jeu proposé. Ils ont un groupe difficile, c'est le plus dur des deux. Enfin, je pense que même Sébastien et Antoine ne diront pas le contraire. En termes d'équipe, c'était le plus dur. Le groupe B était vraiment dur. Il y avait, dans le groupe A, c'était quand même, on imaginait l'Iran et la Corée sortir, l'Ouzbékistan en outsider pour la 3e place, et on ne les voyait pas du tout. Par contre, dans le groupe actuel, le groupe B, fallait y aller avec les Émirats, l'Arabie Saoudite, avec l'Australie, l'Irak qui n'est jamais très simple à jouer. Il était dur le groupe. Donc, sur le plan comptable, c'est très bien. Hein. Oui, vas-y. En plus, le truc, c'est que tout le monde voyait une bataille en haut de tableau entre qui aura la première place entre le Japon et l'Australie. Et en fait, même si le Japon est premier, c'était pas avec la manière, quoi. Voilà, c'était pas avec la manière. Dans le jeu, c'était pas si au point que ça. Ça t'était même pas au point, t'as tel point qu'on pensait qu'Halilhodžić allait se faire virer. En plus, lui aussi, il a eu des problèmes avec ses joueurs. C'est-à-dire que la communication n'était pas bonne. Le Japon il voulait le garder. Donc là, je pense que tout le monde voulait le garder, mais il y avait un problème de communication. Il avait un problème avec la presse et avec ses joueurs. Donc, on lui donnait des assistants pour que la communication se passe mieux. Avec la presse, maintenant, je pense qu'il y a un petit jeu entre la presse et lui de « je t'aime moi non plus ». Il leur a quand même amené un tableau pour leur expliquer ce qu'il voulait faire dans un match pour que la presse comprenne. Parce que visiblement, pour lui, la presse ne comprenait pas. Et puis, dans le jeu, c'était pas au point. Ça a gagné, mais c'était quand même compliqué. Il y a eu des joueurs, on se pose un peu la question pourquoi ils sont là. Kagawa, c'est normalement le leader, il va peut-être falloir se mettre à jouer au foot, mon garçon, et c'est bien beau d'être bon à Dortmund, mais il faut aussi être en sélection nationale. Honda, il va peut-être falloir jouer en club, mon garçon aussi. En fait, pour moi, le meilleur joueur des éliminatoires, c'est Haraguchi, qui joue à Hertha Berlin. Et on a Hidiguchi qui a pris, lui, vraiment une autre dimension déjà dans le championnat local. Et puis en sélection, je pense qu'il va s'installer au milieu. Mais globalement, c'était pas top. En termes de jeu, c'était pas top. C'est passé, tant mieux pour eux. Et franchement, on est content parce que le Japon, c'est une belle place forte du foot en Asie. Mais ça a été compliqué quand même. En termes de jeu, c'était pas que la manière. Si je me trompe pas, avec l'Australie, ils étaient à égalité de points à un moment. Il y avait 3 ou 4 équipes à égalité de points à 2 matchs de la fin. Donc, c'était pas gagné. Keisuke Honda fait ses matchs, fait des matchs où l'équipe tourne moins bien que d'habitude, mais en tout cas, il joue il joue avec. Oui, là maintenant, il joue, mais quand les éliminatoires ont commencé depuis 2015. Donc, depuis 2015, au Milan AC, Honda, pour le voir jouer. Mais c'est pour dire qu'il est en train peut-être de remonter la pente. Mais c'est vrai que quand on regarde cette équipe du Japon, il y a quand même quelques noms pas inconnus. Tu as cité Kagawa, tu as cité Keisuke Honda, mais on a aussi Okazaki de Leicester. Oui, Okazaki qui est très très bon. ACB de l'Eintracht Francfort, si je ne me trompe pas. On connaît Hiroki Sakai, bien évidemment, Yoshida, Kawashima qui joue à Dijon. Alors, non, à Metz. À Metz, pardon. Oui, il y a des noms, il y a des bons noms, joueurs, mais le problème, c'est que c'était la philosophie de jeu avec Halilhodžić, je pense que ça ne passait pas. En fait, moi, c'est mon avis, mais les entraîneurs européens avec les équipes asiatiques, c'est pas du tout la même idée de jeu. C'est-à-dire que les Asiatiques sont un peu plus j'appelle ça le football, le football vrai. C'est que les mecs ne se posent pas de questions, tactiquement, c'est pas rigoureux, il faut se faire plaisir, on joue vers l'avant, on joue en attaque, et les entraîneurs européens veulent mettre un peu plus de rigueur défensive que les mecs n'ont pas, le jeu empathie vraiment. Après, les mecs ont du talent, donc ça passe, mais il y a des petits problèmes sur ce point-là. Ouais, pour moi, il y a ça.
Et du Avec des coup, équipes comme ça, ouais. même question pour la Corée, pour l'Iran. Selon vous, les gars, ce Japon a quelles ambitions pour le mondial? Même que la Corée et que l'Iran, ça avait essayé de sortir des phases de groupe. Mais si ça joue comme ça nous a montré en amical face à Haïti ou Nouvelle-Zélande, ça va faire 3 matchs, ça va rentrer à la maison. Ça va être rapide, ça va être faire comme en 2014. C'est-à-dire qu'enfin, on voit rien dans le jeu. C'est dur à dire, mais on les aime bien, les joueurs. Ils sont bons en club, mais quand ils arrivent en sélection, il ne se passe pas grand-chose. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment eux le problème. Le problème, ça vient des coachs. Et Ali Lodic est un très bon coach, mais je pense que c'est la méthode qui ne passe pas vraiment avec des équipes asiatiques. Il faut vraiment... Avec la Chine, ça peut passer, parce que la Chine n'est pas une place forte du foot. Donc, je pense que leur inculquer une forme de football européen, ça peut passer, parce que les mecs ne sont pas qui a tout à faire. Asie. Encore un peu une page. Voilà, en construction. Mais des équipes comme la Corée et le Japon, tu peux pas leur dire tout ce que vous faites en club, vous l'oubliez, et quand vous arrivez en sélection, vous faites ça. C'est pas dans leur ADN. Si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que eux, quand tu vois les championnats, on joue vers l'avant, on court tout le temps, on s'amuse, on joue en une touche, on tente des trucs, c'est pas grave si on rate. Et en sélection, on les brime un peu, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on leur dit, faut moins perdre la balle, faut moins jouer comme des fous. Et c'est pas leur philosophie. D'ailleurs, on voit la différence entre la Corée sous un Européen et la Corée sous un Asiatique aujourd'hui. Certes, c'est un Européen qui leur a fait leur très belle épopée en 2002, mais là, au jour d'aujourd'hui, ils jouent mieux sous un entraîneur coréen que sous un entraîneur européen. Et je pense que ça pourrait être pareil avec le Japon. Alors qu'Ali Lodic, moi, je le prends en Corée quand il veut. Hein. C'est un mec, je trouve qu'il arrive à sortir des choses de ses joueurs. Mais avec le Japon, il y a un problème. C'est pas beau du tout à voir. C'est vraiment pas beau. D'accord, donc beaucoup de travail du Japon et du côté du Japon et beaucoup de questions. Donc, mais enfin, voilà, le Japon est un habitué. Ils ont fait job is done. Après, il faut dire qu'avec voilà, comme tu l'as dit, il y a des noms, il y a un effectif qui pourrait être mieux utilisé. Mais voilà, dans cette région-là, c'est un effectif qui compte et c'est un gros effectif. Donc voilà, le Japon sera en Russie. C'est pas loin d'ailleurs. C'est vrai, géographiquement, c'est pas loin. Ouais, c'est pas loin, mais la frontière est pas loin, mais après pour aller jusque dans les stades, il va falloir traverser le monde entier pratiquement. Le second de ce second groupe, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui fait son retour en Coupe du Monde. L'Arabie Saoudite que l'on avait quitté en Allemagne en 2006 avec une piteuse dernière place. C'était dans le groupe de l'Espagne, de la Yougoslavie, de la Tunisie, si je me trompe pas. L'Arabie Saoudite qui finit second à 1 point du Japon, mais avec une très très belle attaque qui égalité avec le Japon, donc 17 buts marqués en 10 matchs et dont l'un des joueurs, Nawaf Al-Habid, est le goléador et l'un des goléadors, parce qu'ils sont plusieurs à terminer à 5, hein. Il y a aussi Djuric, Abdul Rahim de l'Irak et Khalil des Émirats Arabes Unis. Donc voilà, une équipe qui a l'air assez offensive. Qu'est-ce qu'elle a? C'est logique de retrouver cette Arabie Saoudite au mondial? Non, moi je vais pas être d'accord dans le sens où ils ont surtout profité des matchs piteux de l'Australie en fait, qui a aligné 4 matchs nuls contre la Thaïlande ou juste comme ça. Et je pense qu'ils ont surtout leur qualification grâce à ça. Et je pense que c'est pas même s'ils ont une bonne attaque, je les vois mal faire une grande compétition. Après, moi, c'est tout ce que je leur souhaite. Quand j'avais regardé le match de l'Australie, là-bas, en Arabie Saoudite, il y a une culture foot énorme au Moyen-Orient qui est impressionnante. Le stade était à chanter pendant 90 minutes. Mais je pense que voilà, leur qualification se tient vraiment au fait que l'Australie n'ait pas été performante. Ils ont tiré leur épingle du jeu, ils sont qualifiés. Chapeau à eux, mais bon, après, ça reste quand même une équipe avec pas mal de défaillances, mais bon, ils arrivent à compenser ça avec une attaque. Donc si on peut les résumer comme ça, moi c'est comme ça que je résumerais de la façon de laquelle moi je les ai vus jouer. Mais ils sont surtout là tout de suite en Russie grâce à l'Australie qui a vraiment raté. Ouais, je suis un peu d'accord avec Antoine. Dans ce groupe-là, de toute façon, il fallait tirer profit des défaillances d'une autre. Parce qu'avec 4 prétendants pour 2 places, il fallait vraiment tirer profit. C'est l'Arabie Saoudite qui l'a fait. Les Émirats se sont un peu... les Émirats, je les attendais. Franchement, entre l'Arabie Saoudite et les Émirats, je voyais plus les Émirats se qualifier. Ouais, mais pareil. Alors eux, pour le coup, ils se sont vraiment écroulés. Hein. C'est-à-dire que face aux petites équipes,
les résultats étaient absolument pas bons. C'est assez incroyable. Ils affrontent la Thaïlande, ils gagnent face à la Thaïlande, c'est une autre histoire, sauf qu'ils font 1-1. Et en plus, ils sont menés. Donc, ça a été un peu poussif pour les Émirats Arabes Unis sur la fin. Même s'ils ont battu, oui, l'Arabie Saoudite, mais ils étaient déjà pratiquement éliminés, quoi. Donc, ouais, l'Arabie Saoudite a vraiment. Je suis un peu d'accord avec Antoine. Ils ont bien tiré profit des défaillances de l'Australie. Ça serait une équipe à surveiller parce qu'offensivement, c'est quand même pas mal. Et ouais, ça va être à surveiller. Après, je suis pas un gros connaisseur, mais je pense que ça peut être à surveiller. J'en attends pas grand-chose. Je pense pas qu'eux non plus attendent de sortir des groupes. Je pense qu'ils vont surtout se faire plaisir. Mais il va falloir un petit peu surveiller ça. Ça peut être intéressant. Ça va faire remonter un peu le foot en Asie et c'est ce qu'on a besoin. Je rappelle que le sélectionneur actuel de cette grande démocratie qu'est l'Arabie Saoudite est ce bon vieux Bauza, l'entraîneur argentin qui avait eu quelques difficultés à la tête de l'Argentine pendant ses qualifications. Messieurs, du coup, par rapport à ce que vous me dites, un peu d'opportunisme. Après, tout n'est pas acheté non plus. Autant on peut espérer quelque chose des trois équipes qualifiées citées plus avant, mais là, l'Arabie Saoudite, pour vous, ouais, au niveau des ambitions pour le mondial, là, on est sur du compliqué. Ouais, concrètement, pour moi, ouais. Ça va, ils vont la jouer. Voilà, c'est une petite, on va dire que c'est une petite moyenne nation. Leur objectif, c'est la Coupe du Monde et comme disait Baptiste, voilà, maintenant ils vont se faire plaisir. Je ne sais même pas si eux s'attendaient à être là. Ils allaient chasser forcément peut-être plus la 3e place que la 2e. Donc voilà, on va pas les attendre au quart de tour. Après, moi, je pense que l'Iran peut refaire une bonne Coupe du Monde parce qu'ils ont l'expérience. Ils ont l'expérience, ils l'ont montré comme on a dit précédemment face à l'Argentine. Et d'ailleurs, j'ai même plus d'appréhension de voir le Japon ou la Corée ou même l'Australie, admettons, s'ils passaient pour l'Australie, parce qu'ils vont jouer avec pour moi, une certaine pression, alors qu'eux, ils vont jouer sans pression et c'est là où ils vont peut-être encore tirer leur épingle du jeu. Parce que voilà, quoi. Donc, l'Australie ne doit pas se montrer ridicule. Ça reste une place pas forte, mais ils sont dans le top 50 du classement FIFA. Ça reste le classement FIFA. Et donc, voilà, ils vont forcément vouloir faire bien. Et, enfin, voilà, ça passera par le Honduras et on verra d'ici là. Très bien, messieurs. Et enfin, pour terminer ce groupe B, messieurs, qu'est-ce que vous inspire ces trois équipes éliminées que sont les Émirats Arabes Unis, l'Irak et la Thaïlande, qui ont, ma foi, été éliminés sans trop de surprises, sans trop avoir eu la chance d'espérer quoi que ce soit. Les Émirats Arabes Unis terminant 4e à 6 gros points de l'Australie. L'Irak terminant juste derrière avec 11 points et la Thaïlande terminant dernière avec 2 tout petits points. 2 matchs nuls, donc 0 victoire. Ça vous inspire quelque chose, ces sélections-là? Quelqu'un un petit mot dessus? Et moi, Ouais, vas-y, Antoine. Moi, j'ai adoré regarder la Thaïlande. La Thaïlande, magnifique à regarder. Franchement, c'est génial. Baptiste ou moi, quand on regarde souvent des lives AFC, quand il y a un match de la Thaïlande, déjà, il y a 200 000 personnes qui sont connectées. Ah ouais, c'est des petits pays comme ça, ils adorent le foot. C'est génial, l'ambiance dans les stades, elle est magnifique. Ouais, voilà, et les mecs, ils sont derniers du groupe, ils ont 2 petits points, mais ils ont été vachement intéressants à regarder, quoi. Ils ont été accrocheurs un peu avec tout le monde, ils ne sont pas vraiment pris de grosses claques, si j'ai bien le souvenir. Ils n'ont pas pris des 7-0 quand même avec 24 pions dans la valise. Ah ouais, donc en fait, j'ai peut-être un regard biaisé parce que j'ai vraiment adoré, mais j'ai pas le souvenir que s'ils ont peut-être pris des grosses gifles, mais c'était pas aussi simple contre eux que les résultats, je pense, le donnent. Quand on les a vus jouer, franchement, c'est agréable. Ouais, c'est ça. Je pense que les résultats sont un peu trompeurs. D'ailleurs, tu vois, en tête, je les avais même pas parce que c'est vraiment trompeur. C'est-à-dire qu'ils mettent beaucoup de cœur dans les matchs de foot et vraiment, c'est vraiment plaisant à voir. Voilà, c'était contre le Japon, 4-0 au Japon. Ouais, voilà. Ouais, c'est assez serré. Le score est sévère parce que je l'ai regardé ce match, c'est vraiment sévère. La Thaïlande ne méritait pas 4-0. Bon, de perdre, oui, parce que le Japon était au-dessus, mais la Thaïlande prenait pas 4-0. Et c'est vraiment plaisant à voir. Mais après, si on regarde aussi uniquement sur le plan comptable, la Thaïlande, ils auraient très bien pu prendre 3 points contre l'Australie.
quand ils ont fait 2-2 parce que l'Australie a réussi à marquer grâce à 2 pénaltys. Hein. Donc ça en manque. plus, c'était un match assez scandaleux en termes d'arbitrage. Ouais, ils étaient quand même très en faveur de l'Australie. Ouais, non, mais ça c'est vrai, hein, faut pas le nier. Mais ils étaient vraiment intéressants à voir jouer. Et les 2 petits points sont un peu tristes pour eux. Si on devrait avoir une déception, peut-être ce serait pour eux, parce que ils méritaient mieux dans leur engagement, dans leur volonté à vraiment aller de l'avant. Et d'ailleurs, au match retour, à Melbourne, ils ont réussi à claquer un but dans les dernières minutes, quoi, avant de se perdre de 1, mais ils le voulaient, quoi. Ils ont jamais même disqualifié loin derrière au classement, ils étaient là, quoi. Ils étaient morts de faim. Et ça se ressent sur le terrain, dans leur pays où tout le monde va voir les matchs, et même sur YouTube, quoi, quand il y a des liens. Quand il y a des liens, le streaming, il est blindé, quoi. Il est blindé. Alors qu'on va regarder un autre match, il n'y aura personne. Il y a une vraie ferveur. Hein. Et en plus, ils ont un joueur qui est plutôt intéressant, qui s'appelle Shanatip. Je pense que je le prononce bien. Excusez-moi, c'est des Thaïlandais. Mais qui joue au Japon, donc au Consadole Sapporo, un petit club fétiche au Japon, voilà. Et il est plutôt intéressant et c'est la tête d'affiche de la Thaïlande là. Et franchement, si vous avez l'occasion de regarder d'ailleurs la prochaine Coupe d'Asie, regardez la Thaïlande, c'est assez marrant à voir. C'est plaisant, pas marrant, mais plaisant. Franchement, c'est plaisant. Ma foi, j'avoue que je ne m'attendais pas à ces commentaires sur la Thaïlande et je ne connais absolument pas cette sélection et vous me rendez curieux. Donc je suivrai leur prochain match. J'ai envie de faire un petit clin d'œil puisque j'ai quelques-uns de leurs résultats sous les yeux et j'ai envie de faire un petit clin d'œil à notre équipe de France à nous puisque le 16 juillet 2017 en amical, alors je ne sais pas quelle équipe était alignée en phase 2 exactement, si c'était l'équipe A, l'équipe B, l'équipe C, mais la Thaïlande a fait match nul contre la Biélorussie, 0-0. Donc voilà, notre équipe de France. Ah, mais la Thaïlande accroche pas mal, hein, les équipes. Les joueuses ne lâchent rien. Hein. Après, c'est pas une grosse nation, hein, on va pas mentir, on va pas vous dire que ça fait 0-0 face au Brésil, hein, mais c'est plaisant à voir. Mais voilà. Mais moi, ma grosse déception de ce groupe, c'est les Émirats Arabes Unis. J'en attendais vraiment beaucoup, surtout de Abdulrahman Omar, là, un des deux. Qui a failli rejoindre Nice, mais bon, vu le contrat qu'il a, c'est compliqué, et qui est pour moi l'un des 2 meilleurs, parce que j'ai quand même un deuxième meilleur, l'un des 2 meilleurs milieux de terrain actuellement en Asie. C'est vraiment ce mec, il respire le foot. Mais pour le coup, lui, c'est vraiment un crack. Et je suis très déçu des Émirats Arabes Unis. Je m'attendais vraiment à beaucoup mieux de leur part, vraiment beaucoup mieux. Ça, c'est une grosse déception. Et pour finir, je ne sais plus qui était la dernière équipe de ce groupe. L'Irak. L'Irak. Ah oui, l'Irak, c'est compliqué, l'Irak. C'est-à-dire que moi, je connais qu'un joueur dans cette équipe, je ne vais pas vous mentir. C'est un jeune... Je sais plus. Alors, j'ai oublié son nom. C'est un jeune que j'ai découvert chez les moins de 23 ans. Donc, ils ont une belle génération de moins de 23 ans en Asie, qui a un petit peu de mal, je pense, à passer le cap de sélection nationale. C'est compliqué. Eux, c'était vraiment l'équipe la plus faible, à mes yeux, dans ce groupe, malgré leur joueur, qui s'appelle, je vais retrouver son nom, parce qu'il était très intéressant. Bon, c'est un moins de 23 ans que j'ai oublié. Hussein, peut-être Non, j'ai oublié son nom. C'est... Pourtant, c'est un milieu de terrain qui joue sur l'aile droite ou gauche, et qui était très intéressant, qui a fait une très bonne Coupe d'Asie des moins de 23 ans, et qui a eu sa chance donc juste après dans la sélection irakienne, mais avec beaucoup moins d'impact. Je pense que lui aussi il a du mal à passer le cap, mais il était sans moins de 23 et je pensais qu'il allait un peu aider son équipe. Visiblement, ça n'a pas été le cas. Et après c'est logique, hein, on va pas... dans le groupe où ils étaient, la Thaïlande a réussi à choper 2 points. Moi, on n'y attendait pas 2 points quand même. C'est mal payé pour la Thaïlande, mais pour l'Irak, c'est vraiment bien payé de leur position. C'était vraiment compliqué. Très bien, messieurs. Eh bien, écoutez, voici pour ces qualifications de la zone Asie qui a donc rendu une partie de son verdict en qualifiant l'Iran, je le répète, la Corée du Sud, le Japon et l'Arabie Saoudite directement pour le mondial russe. L'Australie s'étant qualifiée pour les barrages qui jouera contre le Honduras en novembre prochain, le 10 novembre et le 15 novembre. Attention à cette Baptiste. Oumam Tariq. Voilà. Oumam Tariq, d'accord. Oumam Tariq, qui était un jeune joueur qui a 21 ans et qui est
qui est assez intéressant. Moi, j'aime beaucoup. Après, il a un peu de mal à passer le cap, mais moi, j'aime beaucoup. Très bien. Eh bien, écoutez, merci messieurs, merci Baptiste. Eh bien, merci à toi de nous avoir invités. Merci Sébastien. Merci à toi et bonne soirée, bon après-midi. Oui, fin d'après-midi, début de soirée, on va dire. Et merci beaucoup, Antoine. Merci à vous et puis à plus. En attendant, chères auditrices et chers auditeurs, je vous dis bonjour. Déjà, je vous invite, comme d'habitude, comme je l'ai dit au début, mais je le redis, à nous suivre sur Twitter, sur Facebook, à suivre Lucarne Opposée, à partager nos contenus. Et comme je vous l'ai dit, vous êtes invités à nous interpeller sur les réseaux sociaux pour nous poser toutes les questions que vous voudrez. On sera ravis de vous répondre. Je rappelle d'ailleurs les tweets de Baptiste et Antoine qui sont les tweets un peu officiels de la K-League France et A-League France sur Twitter. N'hésitez pas à les contacter et à les suivre. Eh bien messieurs, mes chères auditrices et mes chers auditeurs, je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure et le lieu où vous nous écoutez, ma foi, comme je le dis en introduction. Et pour ma part, je vous remercie tous et je vous dis salut à tous.